Yannick Borel, triple champion d'Europe, champion du monde, champion olympique par équipe. Sa spécialité, c'est l'épée. Salut Yannick. Bonjour. Ouais, on a mis une petite chanson d'accueil, je suis désolée, hein, je suis très premier degré. Avec, vous avez vu le petit café? Ça, c'est notre spécialité, le café, évidemment. Avec un petit expresso. J'ai jamais vu m'emmener un café à moi. Couleur, voilà, de Yannick Borel. C'est mignon, hein, vous pourrez. Alors par contre, il faut le boire parce que vous pouvez pas l'emmener chez vous, ça va disparaître. Voilà. C'est comme toutes les bonnes choses, à un moment donné, ça disparaît. Yannick, je vous propose, alors j'ai souhaité garder Gany avec moi. D'habitude, j'aime bien faire des petits tête-à-tête parce que, voilà, je suis très perso dans ma façon de jouer. Plus intimiste. Ouais, mais bon, là, j'avais envie de faire partager ça à Gany, qui vous connaît bien, parce que vous continuez de vous entraîner à l'INSEP, et c'est donc le directeur de l'INSEP, et qui aura aussi peut-être un autre regard sur ce sport que le mien. On va commencer comme avec tout le monde, on va commencer par raconter votre histoire, Yannick. Vous savez qu'on a fouillé, forcément, nous avons eu des indices et nous avons donc des photos. Yannick Borel, donc vous êtes né le 5 novembre 1988 à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. Alors vous avez, tout le monde l'a remarqué, on l'a vu quand vous êtes arrivé. Oh, c'est mignon. Ça fait longtemps que j'ai pas vu cette photo. Ah bah voilà, ne nous remercie Vous avez de bons indices. Oui. Vous avez un physique de basketteur et pourtant c'est vers l'escrime donc que vous vous tournez vers l'âge de 10 ans. Mais du coup, complètement par hasard, je vous laisser raconter cette histoire parce qu'elle est mignonne. En fait, à l'école, on me propose l'activité escrime ou la musique du gros cas, la musique traditionnelle en Guadeloupe. Et j'hésitais entre les deux, mais j'étais très sportif à l'époque, donc déjà. Ouais, vous aimiez bien le karaté. C'est ça. Je faisais déjà du karaté, j'avais fait de la natation et je voulais faire du sport en fait. Et en fait, c'est un peu par hasard parce que la salle d'escrime était juste à côté en fait. Juste à côté de mon école et du coup je suis tombé amoureux de ce sport tout simplement et j'ai fait de l'escrime depuis ça fait 20 ans maintenant que j'en fais. Ouais, toujours pour souligner aussi l'importance du sport à l'école. Désormais c'est l'UNSS. Vous n'avez pas le droit de sortir des dossiers comme ça. Ça va là, tu es beau là. Non mais c'est franchement ouais, beau gosse. Merci, ouais, beau gosse. Vous êtes toujours beau gosse évidemment. Hein. Je crois que vos copains qui faisaient eux plutôt du foot, ils se moquaient de vous à cause de votre tenue. C'est vrai que on avait la tenue blanche, on appelait ça une culotte d'escrime, donc c'est vrai qu'à l'école, bon, à l'âge de 10-11 ans, c'est moqueur quoi. Mais moi, ça me dérangeait pas, au contraire, je trouvais ça classe moi. Ah ouais. Et donc je me suis accroché et j'y ai cru qu'un jour je pourrais porter les couleurs de l'équipe de France déjà, tout simplement. Et je me suis accroché au fur et à mesure, c'est arrivé quoi. Vos copains faisaient du foot, vous avez déjà essayé de faire du foot un peu? J'ai essayé de faire du foot. C'était pas votre truc, je crois. C'est pas trop mon truc, mais quand même. Ah oui, d'accord. Il a quand même parce que je crois que vos coéquipiers vous appellent Zlatan. Vous avez un peu sale caractère, pas pour son talent, mais parce que vous avez un sale caractère sur le terrain. Et que j'étais un peu individuel. Je voulais marquer tous les buts tout seul, alors que bon, c'est pas toujours possible. Mais j'ai pas le talent de Zlatan, ça c'est sûr que non. Qu'est-ce qui vous plaisait, vous, dans l'escrime et pourquoi l'épée? Dans l'escrime, ce qui me plaisait, c'était le duel. C'était le duel, le combat. Ça arrivait assez rapidement. Dès que j'ai commencé l'escrime, on nous a appris les fondamentaux, donc les déplacements qu'il faut intégrer au début. Et tout de suite après, on nous met en confrontation. Donc moi, j'adorais cette dualité, cette opposition avec l'adversaire, essayer de le piéger pour le toucher ou éviter de tomber dans ses pièges. Et c'est encore un jeu comme ça pour moi aujourd'hui, c'est ça qui me passionne. Excusez-moi, je vous poserai ma question derrière. Régulièrement on se fait déranger, mais généralement c'est toujours pour la bonne cause. Allô? Oui, c'est votre maman. Ce fameux dimanche, donc Yannick avait une compétition à Pointe-Noire. Nous habitions la Guadeloupe, nous habitons toujours la Guadeloupe, et nous devions nous rendre à Pointe-Noire, depuis la Grande Terre. Donc nous nous réveillons, et il y a un tremblement de terre. Donc c'est la panique. Je dis à mon fils que ce jour-là, nous ne pourrions pas prendre la route parce que j'avais déjà eu ma dose de peur et d'angoisse et que je ne voulais pas l'exposer particulièrement aux intempéries. Donc non, maman, il y a une compétition, dépêche-toi, on y va. Je décide tout de même de l'écouter. Nous prenons la route, il pleut, la compétition a lieu et on passe la journée à Pointe-Noire. Et au retour, col des Mamelles, pluie, on arrive à Gosier, là nous habitions, et sur la rocade, inondation, pas moyen de traverser.
Il y a des voitures stationnées sur le bas-côté parce que le moteur est noyé. Je ne sais pas comment je vais rentrer chez moi. Il est déjà tard. Heureusement, à l'époque, j'avais un SUV. Donc, je me dis, je vais tenter ma chance. Je passe. J'essaye de traverser ce flot d'eau déversée sur la chaussée. Et Dieu merci, nous arrivons enfin à passer ce cap et à rentrer à la maison. Et je m'en souviens encore aujourd'hui parce que ce jour-là, tout de même, il y avait eu 2 grosses frayeurs et il fallait quand même être présent à cette fameuse compétition d'escrime. Bravo Yannick, tu m'as fait vivre toutes les peurs à cause de et grâce à cette passion que tu as. Je t'aime mon fils. C'est trop mignon. Ah oui, elle est en Guadeloupe, votre maman, en plus, j'imagine qu'elle vous manque. Ouais, bien sûr, bien sûr. Voilà, elle est marrante cette petite anecdote. Bon, les résultats vont s'enchaîner. Et à l'âge de 15 ans, vous êtes repéré par Jérôme Roussat qui vous propose d'intégrer le pôle de Reims. Mais vos parents s'y opposent. Ouais. Ils voulaient d'abord vous voir passer le bac. Et j'imagine aussi que vous voir partir aussitôt comme ça en métropole, ça devait être aussi difficile. C'est ça, je pense qu'ils ne m'en sentaient pas capable. C'est-à-dire capable de gérer les deux, l'école et l'escrime. Et en fait, c'est peut-être pas plus mal. Moi, c'est vrai qu'être éloigné aussitôt de ma famille, ça aurait peut-être été compliqué. Il y a cette difficulté qu'on vient des Antilles, c'est d'être loin de ses proches, quoi. Oui, c'est un vrai déracinement en fait. En plus, il y a aussi un gros changement de climat et ça. Jusqu'à maintenant, je sens le manque de temps en temps. Pourtant, j'ai ma femme et mes enfants ici avec moi, mais c'est vrai que ça manque le pays et j'essaye d'y retourner le plus longtemps possible, quoi. Et c'est donc à l'âge de 19 ans, le bac en poche, que vous intégrez le pôle France de Reims. Ouais. Et puis vous rejoignez l'INSEP. Est-ce que vous vous souvenez de vos premiers pas là-bas ? Au Krebs de Reims, c'est le choc thermique qui m'a qui m'a marqué. Après, l'entraîneur et mes coéquipiers là-bas m'ont fait me sentir bien et ça s'est bien passé. L'année d'après, j'intègre l'INSEP en 2008, donc ça fait déjà un petit bout de temps là. L'équipe des hommes, ça fait 11 ans, l'équipe des hommes venait d'être championne olympique. Et je rêvais de faire la même chose en fait. Et 8 ans plus tard, je suis champion olympique par équipe. Ouais. Comment ça se passe là-bas ? Il y a des classes en fait ? Vous vous souvenez avec qui vous étiez ou pas ? Si, moi j'étais en cours à l'INSEP en STAPS. J'ai eu ma licence STAPS d'ailleurs à l'INSEP. Et ouais, il y avait tout sur place en fait. Et j'étais interne, donc j'avais mes cours, j'avais l'escrime. Et vous traîniez avec qui à l'époque ? Je sais qu'il y a des groupes tout le temps. Avec plutôt des escrimeurs, je pense, mais au fur et à mesure, maintenant, je crois que je connais pas mal de monde à l'INSEP de tous les sports, quoi. Il faut être soccer aussi, non ? Fouette, non ? Tu traînais pas trop avec lui ? Non, ça allait. Non, juste pour revenir sur Vanessa, sur Yannick. Effectivement, la problématique des gens qui viennent des Antilles, c'est vrai que c'est aussi comment vous allez être accueillis. C'est ça qui est important. Tu parlais de choc thermique. Imagine si tu étais venu directement à l'INSEP, quoi. Ça aurait été très compliqué. Et je pense que là aussi, ça c'est pris énormément en compte par les fédérations, c'est-à-dire d'avoir vraiment un référent de qualité qui est quand même dans l'humain, qui connaît la problématique des gens qui viennent des îles qui sont vraiment dans un contexte complètement différent et qui ont envie de faire de l'escrime, qui ont envie de faire de l'athlé. Particulièrement, on en a eu beaucoup. Mais il y a des exemples qui ont marché. Et je crois qu'aujourd'hui, le souci de toutes les fédérations, c'est vraiment de mettre une personne, une forme de médiateur, quelqu'un qui vous accueille pour justement vous suivre, vous accompagner et qui ait une adaptation qui se fasse en douceur et vous permettre après de vous épanouir et tout simplement... D'où l'intérêt des pôles en fait. Tout à fait, exactement. Du pôle de Reims pour vous, c'est peut-être un petit cocon. Plus que c'est vrai que débarquer tout de suite à Paris. Pendant que vous faites vos classes, l'escrime française connaît donc son apogée. Depuis 2004, les Invincibles, on les appelait comme ça à l'époque, cette équipe de France, ils raflent tout. J'imagine que pour vous, quand vous les avez croisés, en tout cas la première fois, vous avez dû les regarder comme des super-héros. Ouais, je les avais déjà rencontrés, mais pas côtoyés. Et c'est vrai que d'être à leur contact, d'apprendre beaucoup de ce qu'ils ont réalisé avant que j'arrive,
ça a été très très enrichissant et jusqu'à aujourd'hui je m'en sers. Donc il y a un principe de transmission ou pas dans l'escrime française? Bien sûr, on a eu des champions depuis très longtemps. Depuis très longtemps, c'est ça, depuis les années 80, 88, Philippe Boissé champion olympique. Ouais, le premier c'était Ribou Moscou. Ribou en 80. Moscou, c'est ça. Et Eric Srecky qui est encore à la fédération, qui est adjoint de la DTN. Donc c'est vrai qu'il y a eu cette transmission. Moi j'ai côtoyé Jérôme Janet, Jean-Michel Lucenay jusqu'à 2017. Il a pris sa retraite presque à 40 ans. Donc peut-être aussi que la longévité fait qu'on arrive à transmettre aux jeunes. Aujourd'hui, c'est plutôt à moi d'avoir ce rôle, puisque je suis l'un des plus anciens maintenant. Pourquoi ça vous passe plus vite, hein. En faisant partie des plus jeunes, maintenant ça y est, 10 ans plus tard, je suis un vieux. Bon, l'épopée des Invincibles, elle va durer 7 ans. Vous allez ainsi avoir, vous, l'opportunité de participer, grâce à cette longévité, effectivement, à cette aventure. C'est ainsi que vous remportez en 2011 votre premier titre, un sacre mondial par équipe. Pour les Invincibles, à l'époque, c'était le 8e titre, mais tout a une fin, et cette fin, elle fut cruelle, parce que l'escrime a ensuite connu ce qu'on peut qualifier de vrai passage à vide, avec des Jeux de Londres complètement ratés. On vous a sorti un petit tableau, voilà, avec l'évolution des médailles. On aime bien le ressortir depuis 2012, depuis que Beansport a été créé. On avait diffusé les Jeux à l'époque, justement, pour qu'on voit qu'il y a eu vraiment ce trou d'air à un moment donné. À l'époque, on avait pointé du doigt un creux de génération. Pas sympa pour vous, parce que à bien y regarder, la force, elle était toujours présente. Oui, et cette lueur d'espoir, c'était vous, Yannick Borel. C'était vous, l'incarnation de la force. Voilà. Normalement, on a une photomontage, sinon ma blague, merci, c'est les gars. Ça te va bien les cheveux Pour vos premiers Jeux, donc à Londres, vous êtes le seul escrimeur français à être parvenu à atteindre les quarts de finale. Quel souvenir vous gardez-vous de cette première expérience? Non, mais j'en garde quand même un mauvais souvenir, parce qu'effectivement, ça a été dur. Ça a été dur. 2012, on est... Une sorte de sinistrose, j'imagine. C'est ça, c'est le sport le plus médaillé des Jeux Olympiques. Enfin, et les médias n'ont pas été le plus de médailles aux Jeux Olympiques et le plus médaillé. Ouais, tout à fait. Et là, 0 médaille. Qu'on soit la meilleure performance dans un résultat médiocre, c'est pas très très glorieux. Et on n'a pas eu la chance de disputer l'épreuve par équipe. Oui, parce qu'elle n'était pas présente cette année-là. Voilà, c'était le règlement. Il y avait un système de rotation et nous, on n'avait que l'individuel et on est passé à côté. Et on perd, en plus, j'étais avec Gauthier Grumier à CJO, on perd tous les deux sur le même tireur. Mauvais souvenir quand même, mais vachement, vachement d'enseignement à tirer quand même de cette difficile épreuve, parce que ça veut juste dire que quand on va au JO, on n'a pas d'autre choix que de ramener une médaille en fait. Voilà, on a tous cette responsabilité, on le fait pour ça c'est clair, mais une fois sur place, on n'a pas d'autre choix que de ramener la médaille. Donc j'espère que ça va rester encore gravé en moi et ça fait partie de mon parcours, donc je dois m'en servir. Parce que ces Jeux, ils sont servis aussi d'électrochoc pour l'escrime française, qui a dû faire face tout simplement à une sorte de mondialisation de l'escrime et surtout du modèle français, avec des entraîneurs français qui se sont qui sont partis à l'étranger, en fait, tout simplement. Ouais. Et puis aussi une rénovation, un renouvellement à faire au sein de l'escrime, notamment des institutions, mais aussi l'usage de la vidéo. Parce qu'à l'époque, vous n'utilisiez pas la vidéo, en tout cas pas comme vos... La remise en question aussi, en fait, parce que l'escrime française était tellement sûre d'elle et de son savoir-faire que peut-être qu'on ne s'est pas assez intéressé à ce que faisaient les autres, alors que les autres nous copiaient beaucoup, nous ont piqué pas mal d'entraîneurs. Et on progressait, il y a une progression fulgurante. Des pays comme la Corée ont brillé en 2012, alors qu'avant, c'était pas des pays. Avant, c'était vraiment une affaire européenne, l'escrime. Et aujourd'hui, c'est vraiment universel. Donc, on a appris aussi de ça pour intégrer des préparateurs physiques qui c'était pas forcément obligatoire, des préparateurs mentaux. Ouais. Donc tout ça, maintenant, on s'y intéresse et on est un peu plus humble. Ce qu'il faut reprendre aussi, c'est que, oui, c'est un électrochoc, effectivement, on était tous déçus. Beaucoup de sports ont subi ça dans les différentes échéances. L'athlé à Sydney, par exemple, 0 médaille. Aussi. La natation, 1 médaille. 2 médailles avec Florent qui était déçu de ne pas gagner. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que
on a aussi banalisé vos médailles. C'est ce qui m'agace un petit peu. C'est qu'à un moment, c'était normal que l'escrime emmène 5-6 médailles à chaque Jeux Olympiques. Ce qu'il faut savoir, c'est ce que tu as dit, c'est qu'à un moment, les autres, ils ont faim aussi, ils ont envie de gagner. Et à un moment, ça a permis aussi de revoir aussi la posture du cadre technique, la DTN, de revoir un peu comment allait s'organiser la fédération, d'aller voir peut-être ailleurs, peut-être une autre politique sportive, optimiser tous ces aspects-là que tu as dit, que ce soit le médical, que ce soit effectivement la préparation mondiale, les installations, parce que je pense que les installations, elles sont très bonnes à l'INSEP, il y a tout ce qu'il faut. Elles sont devenues très bonnes. Elles étaient pas mal, mais Jean-François Lamour, à l'époque, c'est vrai qu'il y avait quand même moins de choses. Mais ça n'a rien à voir. Mais ça les empêchait pas de ramasser toutes les médailles. Oui, bien sûr. Ce qui veut dire, c'est pas forcément les installations. Il faut se mettre à la page aussi, c'est ça. Le principe de la vidéo, c'est vrai que c'est arrivé tard. Oui. Mais on l'utilisait déjà, même si c'est de plus en plus riche et c'est de plus en plus automatisé maintenant. C'est vrai que ça rentre dans une stratégie globale et on utilise la plupart des ressources qui sont à notre disposition. Et l'INSEP maintenant s'associe de mieux en mieux et ce qui est à peaufiner, ouais. C'est la communication entre tous les services, c'est-à-dire entre les entraîneurs, le médical, la réathlétisation, tout ça, ce qui fait que ça va devenir vraiment un truc imbattable, quoi. C'est ce qu'on fait effectivement au quotidien, c'est-à-dire de travailler vraiment c'est pas l'unité recherche, l'unité audiovisuelle, l'unité médicale, c'est de rassembler. En fait, notre objectif, c'est ce qu'on travaille avec tes responsables de pôle, entre autres Monsieur Ribou qui est en responsable de pôle et tous les responsables de pôle. C'est-à-dire tous les mois on a une réunion et de pouvoir travailler ensemble. C'est-à-dire qu'à un moment c'est pas isolé. Et aujourd'hui c'est ça qui va nous faire évoluer, c'est d'aller vers les autres et d'échanger nos expertises. Et c'est comme ça qu'on sera les meilleurs. C'est pas uniquement, il y a pas d'homme providentiel, il y a pas de personne providentielle qui va tout sauver. Aujourd'hui ce qu'il faut savoir c'est que c'est tous ensemble qu'on va réussir et c'est tous unis ensemble qu'on peut réussir. Et je pense que l'INSEP aujourd'hui vous le fournit, tu le connais. T'es un enfant de l'INSEP, tu sais très bien, comme tous les CREPS de France et sur tout le territoire. Et c'est tout le travail des cadres techniques, des entraîneurs, des DTN, des présidents de fédération. Bien sûr. Il a l'école. Non, mais c'est vrai, je veux dire, il y a un gros travail là-dessus. C'est vrai qu'en plus, avec l'actualité. C'est ce que défend l'État aussi. Voilà, c'est ça. Vous faites bien de parler de l'actualité. Moi, j'ai une petite question avant de vous parler effectivement des CTS. On va expliquer ce que c'est, les conseillers techniques et sportifs. En Italie, ils ont un mode de fonctionnement qui est complètement différent de celui de la France. Les escrimeurs italiens sont professionnels. Tout simplement, ils sont payés par la fédération et compagnie, ce qui facilite leur vie de tous les jours. Aujourd'hui, nous, en France, on a maintenant un système avec le pacte de performance qui a été instauré par Thierry Braillard, d'avoir une sorte de complément de salaire ou un salaire donné par des entreprises et vous prêtez en gros un peu votre image. Donc c'est une façon déviée de professionnaliser le monde amateur. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous aimeriez pouvoir avoir ce même système qu'en Italie ? Je pense que ça pourrait être bénéfique. Après... Le double projet a ses avantages, mais son lot d'inconvénients. Et je pense que de plus en plus, les nations se professionnalisent. Effectivement, l'Italie, ça fait un moment que le système est comme ça. Aujourd'hui, moi, mes résultats sont dus aussi à ma professionnalisation. Je suis en contrat avec les douanes. Je suis en contrat avec mon club. Donc ça me permet d'être 100% focalisé sur ma pratique et sur mes objectifs. Ce qui n'est pas le cas, effectivement, de tous les jeunes au départ quand on commence. De tous les sportifs, il y en a beaucoup qui galèrent, il y en a beaucoup qui n'ont pas de revenus. Et ce qui est le plus difficile, c'est quand on est jeune pour basculer vers la performance sans être forcément aidé, puisque ceux qui ont déjà été performants le sont. Je pense que c'est cette bascule-là qui est compliquée à faire, parce qu'une fois qu'on a eu des résultats, moi, une fois que j'ai été champion du monde par équipe, j'ai eu accès à beaucoup plus d'aide et c'est au début que c'est difficile et je pense que c'est là où peut-être on voit chez certaines nations, notamment les Russes, les Italiens, les Coréens, des jeunes qui percent plus vite. Le champion olympique en titre est coréen, il a 20 ans, ouais. Parce qu'ils commencent très rapidement et ils sont focalisés sur leur pratique H24 en fait. Et c'est vrai que ça fait la différence, je pense, au bout du compte. Sur les catégories jeunes et peut-être au début de carrière. On va parler forcément des conseillers techniques et sportifs. C'est une parenthèse sur le statut du sportif de haut niveau. C'est le modèle sportif français en fait qu'on est en train d'essayer de remodeler, en tout cas essayer d'avancer, de trouver de nouvelles idées du côté de l'État. Une agence nationale du sport a été créée il y a quelques semaines. Le but c'est d'offrir plus d'autonomie aux fédérations, mais cette réforme, elle fait peur aux sportifs français.
et notamment à cause de cette polémique autour des conseillers techniques et sportifs avec la réforme. Ces agents de l'État, j'essaie d'expliquer bien pour que tout le monde puisse comprendre, ils passeraient en fait sous la responsabilité des fédérations, ce qui veut dire, ou du moins c'est là où vous avez eu peur, c'est que vous avez peur que ces CTS ne soient plus payés par l'État et qu'ils soient complètement dépendants des fédérations. C'est ça que vous craignez. C'est ça qui est un peu inquiétant. On se demande comment ça va se passer. D'autant que toutes les fédérations n'ont pas le même budget. C'est ça. Toutes les fédérations n'ont pas les moyens de payer X CTS, donc X conseillers techniques. Et on connaît l'importance des conseillers techniques. C'est-à-dire que moi, je viens de la Guadeloupe. À la base, j'ai été pris en charge dans un club. J'étais pas repéré à l'âge de 10 ans, hein, ça a été beaucoup plus tard. Donc à l'âge de 15 ans, j'avais déjà fait réaliser quelques performances. Mais pour m'amener à ce niveau-là, j'ai eu le soutien de conseillers techniques. Et dans toutes les régions, ces gens-là ont repéré des sportifs qui ont ramené des médailles aux Jeux Olympiques. Donc c'est vrai que c'est tout le système qui est remis en cause. Et on se demande si toutes les fédérations pourront assumer ce fardeau en plus, surtout que beaucoup de fédérations ont déjà pas mal besoin du soutien de l'État et sont en demande. Donc nous, sportifs, on demande aux fédérations de nous aider encore plus. Bien sûr, ouais. Si les fédérations ont une charge supplémentaire, ils vont nous dire, ben là, c'est compliqué. Bon, en tout cas, Roxana Maracineanu a, sur Twitter, tenu à rectifier un peu les choses en disant que pour le moment, ils seront toujours payés par l'État, ces CTS, en attendant de mettre en place les choses. En tout cas, pour Tokyo, il n'y aurait pas de soucis normalement à se faire. Aujourd'hui, vous êtes l'un des sportifs les plus titrés, Yannick Borel. On va revoir ensemble votre palmarès. Il y a ce fameux titre mondial en individuel qui manquait à votre palmarès. Maintenant, il en reste un autre à décrocher. C'est le Graal, évidemment, pour tout sportif. C'est le Graal olympique, l'or olympique. Même si vous l'avez remporté par équipe, j'imagine que ça n'a pas la même saveur quand on est tout seul. C'est vrai. Gali me disait la dernière fois, voici mon champion olympique. Et je lui disais, non, j'ai pas encore gagné en individuel. Une médaille d'or, c'est une médaille d'or. Ouais, mais il m'a énervé. Parce que je lui dis, t'es champion olympique, ça change rien. C'est vrai. Mais c'est vrai qu'elle enfin, c'est mon objectif, quoi. C'est quand je me lève tous les matins, j'y pense. Et je mets tout en place pour la rajouter à mon palmarès, tout simplement. Mais c'est ça, c'est l'amour de la compétition et se dire qu'on peut réussir à toutes les compétitions, donc au championnat de France, au championnat d'Europe, au championnat du monde. C'est un nom différent, mais c'est une compétition et prouver qu'on peut faire partie des meilleurs partout. Bon, avant ça, il va falloir aller la chercher, votre qualif pour Tokyo 2020. Le week-end prochain, vous allez avoir une occasion, une belle occasion, parce que ce sera à domicile avec le challenge SNCF Réseau 2019. Une des épreuves incontournables comptant pour la Coupe du Monde d'épée homme. Ça va se passer à la maison, si je puis dire, au stade Pierre Coubertin à Paris. Ça, c'est une date importante parce qu'il y a un billet à la clé. Oui, en fait, donc le week-end prochain, on a une Coupe du Monde à Paris, individuelle et par équipe. Et ce sera la première fois d'ailleurs, parce que vous avez été blessé, il faut le rappeler aussi, et opéré fin août. Vous avez disputé vos mondiaux blessés au poignet droit, je crois. C'est ça. Et vous avez été opéré. Et là, ce sera la première fois que vous allez disputer à la fois l'épreuve individuelle et l'épreuve par équipe. Donc, du coup, j'ai eu pas mal de repos depuis mon opération. Ça va faire pratiquement 1 an, ça fait 9 mois. Et je pense que je serai en mesure de faire les deux. Mais le challenge qu'on va devoir relever, c'est par équipe. Le but, c'est de qualifier l'équipe. D'accord. Ce qui nous permettrait d'avoir 3 places pour les Français aux Jeux Olympiques et disputer la médaille par équipe. Ce qu'on a su faire en 2016. Si on n'arrive pas à qualifier l'équipe, ça veut dire qu'il y aura un Français ou aucun Français. Ça dépend c'est un autre système de qualification, du coup, donc ça va être au classement. C'est assez compliqué, il vaut mieux se concentrer sur la qualif équipe. Et la chance qu'on a, c'est de commencer chez nous. Donc oui, il y aura peut-être un peu de pression, entre guillemets. C'est de la bonne pression. Mais c'est de la bonne pression et ça va tous nous focaliser sur notre objectif. On a souvent à Coubertin un super public, une bonne ambiance. On se croirait dans un stade de handball ou de basket parce qu'à chaque touche, les gens crient, ils nous supportent, ils nous encouragent et il y a toujours cette petite incertitude sur le score, sur qui va mettre la prochaine.
Donc on a beaucoup de soutien là-bas et c'est l'une des compétitions les mieux organisées sans être chauvin. Hein. Même les étrangers s'accordent à le dire. C'est l'une des compétitions sur les 8 Coupes du Monde de l'année la mieux organisée. Donc on a aussi cette fierté. Donc à nous de briller chez nous, à nous de ramener ce pourquoi on se bat depuis le début de l'Olympiade. À savoir rééditer l'exploit de 2016 et redevenir champion olympique dans un an. Mais c'est une bonne rentrée quand même de pouvoir la première étape la faire à la maison et je crois qu'il faut remercier aussi ta fédé. Après, vous avez déjà disputé une étape de Coupe du Monde, je crois, en individuel. D'ailleurs, vous avez remporté direct après votre sport, sans pitié. Je voudrais qu'on aborde l'aspect mental aussi de votre sport parce que c'est vrai que c'est un sport qui se joue beaucoup sur des petits détails et le mental joue beaucoup avec un truc moi qui me marque particulièrement à chaque fois. C'est toutes les techniques de vieux roublards. Du genre quand ça va pas et qu'il faut retourner la situation. Oh mince, mon lacet il est défait. Oh mon épée, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est un truc qui date d'il y a longtemps et c'est vrai que les vieux notamment, les plus anciens, ouais. Les plus anciens notamment, les Boisse, les Ribou, ils en abusaient énormément et du coup la fédération internationale a mis de plus en plus de règles en place. Les filles aujourd'hui ont la capacité par exemple d'enlever le masque et de rattacher leurs cheveux. Mais bien sûr. Ouais. Nous, j'ai une mèche de cheveux. Mais c'est super. C'est ça qui est génial. En fait, quand on prend un peu l'eau, faut trouver tout de suite un truc pour se remettre dedans ou pour casser le. Vous avez déjà fait la technique du mouchoir, genre j'ai un rhume des foins. Non, c'est le lacet. Et ça vous permet de parler avec votre coach. On peut entendre les conseils même si c'est interdit. Le coach il a pas le droit d'intervenir pendant le match et en général il se fait rappeler à l'ordre par l'arbitre, mais bon. Yannick, laisse-toi pousser les cheveux, ça sera bien. Je les ai eu longs. Hein. En 2008, je les avais beaucoup plus longs. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que effectivement, il y a une grosse part de mental et vous êtes en fait les pros de la remontada. On en a beaucoup parlé cette semaine et ces derniers mois même en football, la remontada. Mais c'est vrai qu'en escrime, on le voit souvent, ça. Et vous, ça fait déjà 4 ans que vous vous intéressez à cet aspect mental, sous les conseils de votre femme, je crois, oui. Où vous avez beaucoup bossé le truc via des bouquins, et vous travaillez, du coup, depuis 1 an et demi avec un préparateur mental. Ça, c'est une nouveauté, quand même. Oui, c'est une nouveauté qui a été ramenée par l'entraîneur en place. Et je travaille avec Stéphane Limousin, qui est en photo, juste là. Et ça fait 2 ans, en fait, qu'on travaille ensemble. Et bizarrement, depuis 2 ans, j'ai des résultats probants. Et c'est vrai qu'avec lui, on met en place beaucoup de choses. Et cet aspect mental, je pense qu'on devrait l'amener beaucoup plus jeune. Je sais que Teddy, par exemple, Teddy Riner... oui, il est avec une psychologue depuis qu'il a 15-16 ans, je crois. 14 ans, 14-15 ans, je crois, depuis qu'il a l'INSEP. Qui suit beaucoup d'autres champions. Et on voit que ça profite à beaucoup de champions. Moi, je m'intéresse aussi aux champions d'autres sports et d'autres pays. On sait que Tiger Woods, c'est pareil. Ils ont eu accès à des préparateurs mentaux très jeunes. Aux États-Unis, c'est une culture. C'est une culture en fait et qui arrive un peu tard chez nous, mais ça aide quoi. Ça aide vraiment énormément et je pense que c'est hyper constructif. Si on arrive à l'adapter à sa pratique, c'est fantastique. Parce que tout le nerf de la guerre est là, Gagné, c'est qu'il faut trouver un équilibre entre la technique, le mental et la prépa physique. C'est là aussi où on en parlait tout à l'heure avec la communication. Moi, j'ai tendance à penser qu'en fait, à un certain niveau, quand on arrive aux championnats du monde, aux Jeux Olympiques, il y a 30 personnes qui sont qualifiées. Ouais. La différence va se faire dans la tête parce qu'on est à peu près tous au même niveau technique, au même niveau physique. Donc, le petit truc qui va faire la différence, c'est celui qui va pas se dire « Ah, je suis aux Jeux Olympiques, je suis impressionné. » spectateur, Et qui va se crisper. Votre pire ennemi, c'est vous-même. Voilà, c'est ça. On en parlait avec Georges Saint-Pierre il y a 15 jours qui nous disait exactement la même chose. Est-ce que vous savez qu'il a fait... On dit souvent que les Jeux, comme tu l'as dit, bon, on est 30, t'en as 5, 6, 7 qui en profitent à aller chercher la médaille d'or, 3, peu importe, mais on dit bien que c'est la guerre des nerfs. Donc ça se joue, comme il dit, c'est un détail. C'est celui qui a faim, c'est celui qui a envie, c'est celui qui se dépasse. Et c'est là que l'aspect mental vient. En fait, c'est pour basculer de cette médaille de bronze à la médaille d'argent ou de la médaille d'argent à la médaille d'or, c'est l'aspect mental. On le sait très bien. Parce que à ce niveau-là, vous êtes quasiment à l'identique. Vous avez votre spécificité, vos points forts. Et puis là, on voit Yannick Borel complètement détendu. Et la photo, t'es agressif comme jamais. Je suis possédé. Quand je suis sur une piste d'escrime, je suis pas le même. Ouais. Je suis très souriant en dehors, mais sur une piste, je suis... On dirait un lion. Est-ce que vous savez qu'Yannick a fait de la télé? C'est l'heure du dossier. Vas-y. L'heure du dossier.
Mais c'est un dossier et c'est de la télé pour la bonne cause. Voilà, il a participé à un jeu en 2016 après les Jeux. Avec votre femme Ania, vous avez participé à un programme télévisé sur Énergie 12, donc ça s'appelait Sorry, je me marie. Et ce qui est génial, c'est que là aussi, vous avez gagné. Qu'est-ce que c'est que ce délire, quoi? Non, je vous parle de ça juste pour... excuse-moi, c'est le seul beau gosse, hein, quand même. C'est pas sympa pour les autres. Chacun ses goûts gagnés. Il n'était pas autour de moi, ce jeu. Il était vraiment autour de ma femme. Et j'ai participé qu'à la dernière émission, puisque je dois noter les autres concurrentes. Et on est mariés depuis maintenant 3 ans. Ça va faire 3 ans, en décembre. Donc ouais, c'est un bon souvenir. Non, oui. C'est une bonne expérience. Je ne sais pas si je vais refaire de la télé-réalité. Écoutez, n'hésitez pas. Moi, j'ai une copine qui fait de la télé-réalité. Elle a fait Secret Story et tout. Elle s'appelle Mélanie. Et là, elle est dans un programme. Peut-être Koh-Lanta. Peut-être que je vous connecte et tout. À Koh-Lanta. Ouais, vous connaissez Denis Brognard. On connaît bien. Il y a de la compétition, il y a un peu de physique, c'est pas mal. Ok, très bien. Beaucoup de stratégie. Mais après les Jeux. À l'escrime, on connaît. Ouais, après. Bon, et juste, je vous montrer ça parce que j'avais une dernière question à vous poser. C'est l'équilibre aussi que vous apporte votre famille. Et j'ai noté un petit truc. Ce qui est rigolo, c'est que vous avez commencé à perfer, à décrocher des médailles, véritablement depuis la naissance de votre premier fils. C'est vrai. En 2015. Est-ce que pour vous, il y a un lien, en fait, tout simplement Ouais, mon fils est arrivé en septembre 2015 et au début de la qualif olympique en plus, hein, sur la saison 2015-2016. Je sais pas, ça m'a fait me remettre en question et ça m'a fait aussi revoir les choses un peu à leur place. C'est-à-dire que l'escrime, ça reste un sport. Tu as relativisé. Tu es moins concentré sur une seule chose. Tu te dis plus, le plus important, ça va être la bonne santé de mes enfants, de ma famille. Et l'escrime, ça redevient un jeu, un sport, un truc, une passion, quelque chose qu'on fait avec plaisir. Et quand je suis à la maison, je suis un père de famille. Quand je suis sur une piste d'escrime, je suis un escrimeur. Et c'est vrai que j'arrive maintenant à détacher les deux. Et quand je rentre... Ça permet de décompresser aussi. C'est ça. Et quand tu rentres à la maison, tes enfants, ils te sautent dans les bras comme si c'était la première fois qu'ils te voyaient, comme si tu venais de gagner les Jeux Olympiques. Donc c'est fantastique. Et ça détache un peu de... Ça enlève une certaine, pression ou une certaine... Ça fait pression qu'on met sur nous-mêmes, en fait, par rapport aux événements. Et ouais, c'est... On revient à l'essentiel. Ouais, voilà, c'est ça. Écoutez, je vous propose qu'on teste, hein. On a tout l'équipement gagné. Il paraît. Ouais. On y va et on va appeler ma copine Larousseau. Elle va tester aussi. En plus, hein. Allez, c'est parti, c'est le défi. Ouais. Ah bon, Gagny, il est bon? Oui, j'ai fait. Ah bon? C'est quoi que Gagny Alouz avec l'escrimeur? Coucou. Je suis là, j'attends. Pas avec n'importe qui en plus. On y va, tu vas tester ou pas? J'attends depuis tout à l'heure. Sportif ou pas? Un petit peu. Bon, bah voilà. Bon, alors du coup, je te cède ma place. Attends, on va voir. Hein. Non, ou alors on se fait un petit combat. Alors oui, il s'est fait les ischios Gagny Alouz. La semaine dernière. Oui. Merci la judo Corée. Il est footballeur. Ouais, non. Ou pas du tout. Alors, donc du coup, on a fait venir le matériel. C'est la Fédération française d'escrime qui nous a prêté. Donc merci beaucoup à vous. C'est très sympa de nous avoir prêté tout le matos. Donc en fait, il faut nous expliquer déjà comment ça marche. Donc là, on a le fameux truc où il y a toutes les touches qui apparaissent à chaque fois qu'on touche. Et donc, relié. Bon, alors vous, quand vous combattez, vous n'avez pas ça c'est le système un peu archaïque avec tout le fil qui dépasse. Vous n'avez pas ça vous maintenant. Non, nous, alors là, l'épée est directement reliée à la piste. Donc si je touche, ça va normalement arrêter. Ça c'est plus un matériel d'entraînement. Voilà, là c'est plus un matériel d'entraînement, sachant qu'on n'a pas de tapis comme ça. Nous, on a une piste d'escrime. Oui, mais là, donc, désolé, on a forcé un peu au niveau du budget là. Tu vois. C'est-à-dire que j'ai cassé mon PEL. Hein. Et non, là on a une épée. Ouais. Une épée, moi j'ai à peu près la même épée. C'est une poignée orthopédique et ça permet d'avoir plus de prise. Parce qu'il y a d'autres épées, alors qui sont toutes droites. Qui sont toutes droites. D'accord, ok. C'était l'épée de Laura Flessel notamment. Elle D'accord. avait une épée droite. Et on a moins de prise, mais on a plus d'allonge. Donc on va peut-être plus jouer sur de la précision. Alors que là, par exemple, moi, je vais jouer sur un peu plus de force. Laetitia, tu viens de t'équiper? Oui, bien sûr. On va faire face à face. J'ai très peur. Alors le tapis plus les talons. Ouais, c'est ça. Ah, tapis talon. Tapis talon, ça va. C'est comme tu veux. Tu veux tenter ou pas? Avec le casque et tout, vraiment, on est obligé. On est sérieuse, hein.
T'es pas obligé. Pas obligé du casque? Bon, allez, on va le mettre. On va jouer le jeu. C'est mieux parce que bon, voilà. T'as la veste ici. Alors du coup, il faut mettre la veste hein, pour. Décoiffer. Moi je mets la veste en tout cas. Tiens, tu as le petit gant. Tu veux mettre la veste ou pas? Oh bah écoute, on le fait pour de vrai, on le fait pas. Non, après, mais alors, je vous propose tout simplement. Là, on va essayer on va tester. Hein. Yannick, tu peux nous coacher, nous dire comment, comment ça se déroule. Là, tu vas. Là, je tiens un truc. C'est un concept. Prochain clip. Mais alors, par contre, où est-ce qu'on met le menton? Le menton, il est sur le trunk, là? On met d'abord la tête et après on tire en dessous. On tire en dessous. C'est pas magnifique, là? Non, c'est magnifique. Hop là. Voilà, ok, c'est moi. Alors, le principe, il est simple. Ça joue en combien de touches, Yannick? C'est magnifique. On va toutes les deux? 2 touches. Là, on va jouer en 2 touches. En 2 touches, ok. Mais normalement, c'est pas en 2 touches, on est d'accord. Normalement, c'est en 5 touches sur les phases de poule et c'est en 15 touches sur un match à élimination directe. Et ça, c'est le moment où vous nous rendez complètement dingue, là. C'est les moments où c'est en 3 fois 3 minutes. Chaud, Donc c'est comme à la boxe. Et pour vous, c'est exactement la comparaison que je voulais te faire, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de ressemblances avec la boxe. C'est ça. Et t'as la sensation d'être en plus, t'as un peu le physique aussi. Non mais c'est vrai. Oui, j'aurais été un peu plus costaud des duos. Explique la complexité aussi de tenir le. Oh là là. Alors faut mettre les 2 doigts là en dessous si ça rentre, ces 2 là. Ouais. Ici. Donc là. Hop, le pouce. Alors celui-là, voilà. Je suis désolé. J'ai une catch, hein. Ok. Je veux bien accélérer, on dit accélère, mais t'es gentil. Non, ça se fait. Voilà, ok. C'est bon. Ah oui, c'est technique, hein, le truc. Alors, excusez-moi. vraiment, à côté du tapis, ça va être mieux, je pense. À côté du tapis? Ouais. Alors, je sais pas si vous êtes... D'accord, ok. Moi, je suis très à l'aise en talons. Ok, très bien. Je sais pas ce que c'est le club Alors, d'escrime à en quel talons. endroit on a le droit de toucher, Yannick? Et là. Est-ce que, par exemple, si je me dis, je veux lui toucher, Voilà, tac, je lui fais un genou? Alors, déjà, la position est bonne. La position Oui, est bien sûr. Mais, On se met face à face. tu vois, moi, j'ai une très grande allonge. Alors, à Ça l'escrime, on respecte l'adversaire, on fait le salut. Ah, Et la jambe du bras armé devant. Voilà. comment on ça. C'est ça. Le Là, salut. c'est mon jab. Le salut. Comme ça. Ah, le salut. Ça dépasse quand même. Ouais, Ciel, cœur, terre. Ciel, cœur. T'es un mousquetaire. Cœur. C'est comme les mousquetaires. Comme les mousquetaires. Une année, j'avais fait un Je vais historique. juste faire mes sens, on sait jamais si les perrons, ça peut. Voilà. Voilà. Alors, ok. Quelles sont les zones du corps qu'on a le droit de toucher? Tout le corps. Tout le corps, même le genou. Sans Le pied, exception. on peut toucher. On voit souvent faire des petites pointes comme ça, tac. C'est ça. On peut aller au pied, c'était l'une des touches favorites de Tu as peur, Marc Roussel. Laetitia? Ok, donc dans le maintien. Je vais lancer le combat Ok. ou aller. Donc je vais dire en garde, prêt, aller. Ok. Et aller, vous pouvez essayer de vous toucher. Ok, allez. Prête, en garde. Êtes-vous prête? Allez. Ça se fait. Ah, j'ai peur. Je vois rien. Non, ça touche aussi. Allez, là. c'est vrai que... Voilà, là c'est touché. Halte. Ah, m'a touché. Tu l'as dit À chaque touche, on s'arrête. Ouais. On reprend nos distances et on recommence. Vous savez que là, on est un peu camoulox. Je suis en train de faire de l'escrime avec la Rousseau, quoi. Et l'arbitre, c'est Yannick Borel. Excusez-moi, est-ce que je peux me réveiller? Regarde, êtes-vous prête? On est prête. Allez. Mais ça va, hein, ça va? Ouais. Un partout. Un partout. Donc touche au genou de la Ruisseau. Bon, on bug. Donc là, on joue la touche C'est décisive. la séquence la plus longue de l'histoire. À l'escrime, on appelle ça une mort subite. Oh là là, merci. Ah là, là, bon, c'est bon. Regarde. Et c'est là où le mental est important. C'est ouais, là où le c'est mental va se jouer. Normalement, si le yoga t'a servi. Et c'est là où je suis très mauvaise. Non, allez, vas-y, attaque. Moi, je me fais Êtes-vous cacater à prête? chaque fois. Ok. Allez, On est là. allez. Allez, attaque. Halte. Non, la touche n'est pas valable. Elle est au sol. Ouais, elle est au sol. On n'a pas le droit de La toucher touche par n'est terre. pas valable. Donc, du coup, il faut aller à 3. Voilà. Regarde. Laissez-moi jouer, Aurélie. Oh. Prête? Allez. Allez. Là, elle est bonne. Là, elle est bonne. Alors, on enlève le masque, on salue l'adversaire Ah oui, pardon, faut saluer quand même. et on se serre la main. Et on se serre la main. De la main gauche. De la main gauche. Ouais. Jérémy, bravo. Bravo, hein. Camoulox. Je m'en vais me réveiller. À tout de suite, hein. Une petite pause.